moi je suis ici pour vous présenter l'avion électrique qui s'appelle Velis Electro. C'est un avion du constructeur Pipistrel. Et donc la particularité du Velis Electro, c'est d'être le premier avion électrique certifié au monde. Ça veut dire qu'il existe différents avions électriques, il en existe d'autres. Vous avez peut-être entendu parler du Solar Impulse à une époque. Cet avion il est tout électrique, pas hybride, hein, tout est électrique, comme des voitures électriques. Et donc c'est le premier certifié par rapport au Solar Impulse, c'est-à-dire que c'est le premier avion électrique qui peut être commercialisé dans le monde entier. Donc c'est un tout petit avion, hein, vous voyez, une aile haute, 2 places, simplement 2 places. Il fait 600 kg de masse maximale, quelque chose comme 180 kg de charge utile. La charge utile, en gros, c'est ce qu'on peut mettre dans l'avion, ce qu'on peut emporter. Souvent, ça concerne l'essence, ça concerne les bagages des pilotes. En l'occurrence, il n'y a pas d'essence, les électrons pèsent pas lourd. Et donc, les 180 kg sont répartis simplement sur le poids des pilotes. Ça fait en gros 2 adultes. Donc, petit avion biplace, à la limite de l'ULM d'ailleurs, 600 kg. Voilà, il est équipé de 2 batteries. 2 batteries de 11 kWh chacune, ça fait du 22 kWh, c'est des données un petit peu techniques. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça nous permet de voler en gros 1 heure, ce qui n'est pas beaucoup. Et en même temps, on ne lui demande pas plus, hein. C'est un avion électrique, un premier avion électrique, je vous l'ai dit. Chaque avion permet de faire des choses différentes. C'est sûr que si avec un avion comme ça, on veut traverser la France, ça ne marchera pas. Par contre, si on veut faire des petites balades du matin, du soir, se faire plaisir, voir le sol vu du ciel, c'est un avion fabuleux pour ça. Il y a une très bonne visibilité avec la verrière avec l'aile haute et la verrière en dessous. Voilà, on le voit très bien, c'est un avion parfait pour la balade. C'est un avion aussi qui peut servir à l'instruction de début. L'arrivée de ces avions en France vient de la Fédération Française Aéronautique. Ils ont créé un Fab Lab en 2014, donc il y a 7 ans. L'idée du Fab Lab de la FFA, donc, c'est d'être un sas entre les aéroclubs, donc l'opérationnel fait par les instructeurs, les pilotes d'avions légers, et les constructeurs. Voilà, l'idée c'était de se dire on ne va pas injecter des avions, des nouvelles technologies au sein des aéroclubs directement. On va faire un sas entre les deux pour expérimenter avec des instructeurs, pour expérimenter voilà, ce côté opérationnel, voir si ces avions sont adaptés. Alors en l'occurrence le Fab Lab pour l'instant il ne concerne que les avions électriques, peut-être que dans le futur le Fab Lab va concerner d'autres nouvelles technologies, l'hydrogène, le SAF, qui est le carburant d'aviation durable. Voilà, tout un tas de technologies. Pour l'instant c'est l'électrique. Et cet avion électrique, il est donc arrivé en France par le Fab Lab. Là, moi, je le présente ici en tant qu'instructeur de l'ENAC, École nationale de l'aviation civile à Toulouse. L'idée, c'est qu'à l'ENAC, nous, on forme des pilotes professionnels, donc on n'a pas tout à fait les mêmes contraintes et les mêmes ambitions que le Fab Lab de la FFA. Pour autant, on forme des pilotes professionnels pour tout un tas de compagnies aériennes au monde. On forme des pilotes professionnels sur cet avion-là. Alors, on ne fait pas toute la formation sur ces avions-là, hein. On fait en gros les quelques premières heures de la formation du pilote professionnel sur ce petit avion électrique et ensuite on passe sur d'autres avions. Alors à l'ENAC, on forme les futurs pilotes professionnels et les futurs contrôleurs aériens. Certains des futurs pilotes professionnels et certains des futurs contrôleurs aériens. Les futurs contrôleurs aériens, dans leur formation à l'ENAC, ils ont un brevet de pilote privé à passer. On fait les quelques premières heures sur avion électrique et ensuite on passe sur un avion thermique pour continuer la formation. Pour les pilotes professionnels, c'est la même chose, il y a un petit peu plus d'heures, mais c'est tout au début de la formation. On fait les premières heures de maniabilité, on appelle ça. La maniabilité, c'est l'apprentissage du pilotage pur, c'est-à-dire apprendre à faire des virages, à monter, à descendre, à gérer le moteur, les effets du moteur, quand on met de la puissance, qu'est-ce qui se passe. Voilà, il y a tout un tas de choses à apprendre. Tout ça, on peut le faire sur l'avion électrique. Nous, à l'ENAC, on a fait le choix de ne pas aller jusqu'au lâcher. Le lâcher, c'est le moment où on autorise le pilote à partir tout seul en vol. On a choisi de ne pas aller jusqu'au lâcher pour l'instant. Et donc on fait les quelques premières heures et ensuite on passe sur un avion thermique pour aller jusqu'au lâcher, pour continuer sur les navigations et tout le reste, toute la formation de pilote ensuite. C'est un avion moi, que je trouve génial pour la balade. C'est un avion très fin en fait. C'est pas un avion simple, hein. C'est un avion que je qualifierais plutôt de compliqué, c'est-à-dire que c'est un avion très léger. Il est faiblement chargé à l'air, ça veut dire qu'à la moindre turbulence, ça monte, ça descend, on a des variations d'assiette, voilà, il y a tout un tas de choses qui se passent. Donc c'est un avion très fin qui demande à être piloté. Donc pour les élèves de début, c'est un petit peu compliqué, moi ça c'est mon avis. Pour autant, il y a une époque où on apprenait sur Tiger Moss, sur des vieux biplans voilà, de ce style, sur des Piper Cub, sur des avions aussi considérés comme étant compliqués, et ça se passait très bien. Il y a un peu l'idée du qui peut le plus peut le moins. Hein. Donc oui, c'est un avion qui est un petit peu exigeant,
Pour autant, c'est pas un mauvais avion pour apprendre, hein. Encore une fois, voilà, les élèves qui passent. Par contre, voilà, les élèves qui passent de cet avion-là au TB20, qui est un avion beaucoup plus complexe et qui déjà est considéré comme un avion complexe, léger dans les avions thermiques, en effet, la marche est un peu haute. Bon, à l'ENAC, nous, on a fait un système de bridge, là, de pont entre les deux formations, avec quelques heures d'adaptation pour passer sur la nouvelle machine. Donc, petit avion, une hélice, qui est entraînée par un moteur électrique. À l'intérieur, là, on a le moteur électrique, un contrôleur, parce que le moteur doit être géré par un contrôleur. Derrière, on a une batterie. On a une première batterie qui est donc cachée derrière, ici, là. On a une deuxième batterie, je vais vous faire voir, qui est cachée derrière le siège. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est la deuxième batterie. Et ensuite, au niveau gestion énergie, c'est tout. En fait, voilà, on a une batterie à l'avant, une batterie à l'arrière, et on n'a aucun autre réservoir, forcément. Il n'y a pas de carburant dans cet avion. Ici, on a une entrée d'air qui permet de refroidir les batteries. Une des problématiques avec les batteries, c'est l'échauffement, voilà, l'emballement thermique, ça s'appelle. Donc on a beaucoup de systèmes de refroidissement, un refroidissement liquide et aussi du refroidissement par air avec cette grosse écope qui est sur le côté là, qui permet de refroidir tout ça et d'avoir un avion certifié. C'est toutes ces petites technologies qui ont fait que l'avion a pu être certifié. Et ensuite, sinon, pour le reste, c'est un avion normal. En fait, cet avion, Pipistrel n'est pas parti de zéro. Ils sont partis d'un avion qui existait, qui était un avion thermique avec un moteur thermique à essence, qui s'appelait le Virus. Et ils ont construit le Vélis électrique, d'accord. Et donc ils n'ont pas tout réinventé, ils ont juste électrifié un avion déjà existant. C'est assez rassurant d'ailleurs pour tous les utilisateurs, parce que c'est un avion qui a déjà fait beaucoup de vols, qui a déjà beaucoup de maturité. Et donc on part d'une cellule existante, ils ont transposé ça à l'électrique. Et donc tout ça pour vous dire que tout le reste à l'intérieur du cockpit est identique à un avion standard. Ça se pilote comme un avion standard. Nous, au niveau pilotage, c'est exactement la même chose. Il y a la gestion de l'électrique et la gestion de l'énergie qui est un petit peu différente, avec des indicateurs qui ne sont pas les mêmes que d'habitude, c'est-à-dire qu'on n'a pas de pression d'huile, on n'a pas de température d'huile, on n'a pas de jauge carburant. On a une jauge énergie, d'accord, mais ce n'est pas une jauge carburant. Mais voilà, sinon au niveau pilotage, c'est tout à fait pareil, standard par rapport à un avion. Ouais, concernant les conditions d'utilisation de l'avion, c'est un avion très léger. Je vous ai dit, c'est à la limite de l'ULM et de l'avion. C'est un avion qui est équipé pour faire du VFR de jour. Le VFR, ça veut dire voler de jour en vol à vue. D'accord, donc c'est le premier type de vol qui existe. Il est équipé d'aucune lumière. Je ne sais pas si vous avez vu, par rapport à d'autres avions, il y a des lumières extérieures. Il est équipé d'aucune lumière, par exemple. Tout ça pour économiser de la batterie, de l'énergie. On n'a pas beaucoup d'autonomie. Ce que ça veut dire aussi, le corollaire de ça, c'est qu'on ne peut pas voler sous la pluie. On ne peut pas voler quand il y a trop de vent, ça c'est juste parce que c'est un avion très léger, d'accord. Dès qu'il y a beaucoup trop de vent, dès qu'il y a trop de vent, on ne peut pas voler. Concernant la température, quand il fait trop froid, quand il fait beaucoup trop chaud, on ne peut pas voler non plus. Après, tout est relatif. Une température en dessous zéro, il va commencer à y avoir des choses un peu compliquées. Et la température maximale, je ne l'ai plus en tête, mais c'est quelque chose comme 35 degrés. Donc voilà, il y a toute une plage de température très acceptable avec lesquelles on peut voler. Il n'y a pas tellement d'autres limitations, ou en tout cas les limitations sont à peu près les mêmes que pour des avions légers standards. Voilà. Concernant l'utilisation de la batterie, tout à l'heure je vous parlais de nouveaux indicateurs par rapport à un avion thermique. En fait ça va être un peu comme sur vos téléphones. Il y a bien sûr la charge en pourcentage, d'accord, on part de 0 à 100, ça c'est la charge de la batterie, on le branche. Vous avez vu, il y a un chargeur derrière là-bas, donc on branche. Comme une voiture électrique, je pourrais vous faire voir tout à l'heure, mais le branchement c'est vraiment comme une voiture électrique. Et donc on a des nouveaux indicateurs, nous en cockpit, que sont la charge, je viens de vous en parler, et le SOH, le State of Health, qui est l'indicateur de santé de la batterie. Et donc cet indicateur de santé de la batterie, alors on n'a pas trop ça sur nos téléphones portables, mais cet indicateur de santé de la batterie, il est de 0 à 100% aussi, donc quand la batterie est neuve, elle est à 100%, et au fur et à mesure de charge-décharge, ce niveau de santé diminue, et donc en effet, je vous dis qu'on a en gros 1 heure de vol avec une batterie, avec 2 batteries qui vont bien. Quand on est à 100% de charge, on a donc 1 heure de vol. Et forcément, si la santé de la batterie diminue, on aura moins de temps de vol. C'est vraiment la même chose que sur nos téléphones. L'idée, c'est qu'il y a différentes façons de recharger cet avion, différentes puissances de recharge. Là, pour le coup, je prends l'image de nos téléphones. On n'a pas les mêmes choses sur nos téléphones. Quand on branche le chargeur, c'est toujours la même puissance de charge. D'accord ? Nous, sur cet avion, on choisit la puissance de charge. Plus on va charger fort la batterie, plus on va la dégrader. C'est comme ça que sont conçus ces avions, enfin toutes les batteries électriques. Il n'empêche que nous, de façon opérationnelle, dans les aéroclubs,
et partout ailleurs, on a besoin de charger rapidement ces avions. Et en gros, la charge qu'on fait, nous, c'est 1 heure. D'accord ? Ça veut dire qu'on vole avec une pleine charge, on vole 1 heure, on recharge 1 heure. C'est un peu ce qui est donné. Et donc quand on peut, la nuit typiquement, si on peut surveiller la charge, on fait une charge beaucoup plus lente pour prendre soin des batteries. Et voilà, c'est en gros 1 heure de charge, 1 heure de vol. Avec des batteries en bonne santé, ça marche bien. Pour l'installation au sein des aéroclubs ou au sein de l'ENAC, il suffit d'une prise triphasée en fait. Une installation électrique triphasée, alors je ne suis pas un expert de l'électrique, mais il me semble que le triphasé arrive partout. Il suffit simplement de prendre un abonnement et un compteur auprès des fournisseurs d'énergie pour avoir du triphasé. Donc c'est pas si compliqué que ça, je crois. Et une fois qu'on a ce triphasé, il suffit de brancher la prise et c'est parti. La puissance est partout en fait. Les 3 phases et le neutre arrivent partout, si je ne me gourre pas. Et donc voilà, c'est juste un abonnement spécifique. Donc oui, non, peut-être ça peut paraître compliqué, mais ça ne l'est pas. Enfin, je ne crois pas que ça le soit. Juste prendre un abonnement et faire une ouverture de compteur, c'est pas si compliqué. Et voilà, il n'y a pas besoin d'autre chose en fait. Il suffit d'une prise triphasée dans les aérodromes. Le jour où la batterie sera morte, changer la batterie, c'est quelque chose qui se fait. C'est à mon avis, encore une fois, je ne suis pas mécanicien, mais c'est à mon avis bien moins compliqué que changer un moteur d'avion typiquement ou faire de la mécanique sur un avion thermique. Pour autant, c'est pas quelque chose qui est prévu dans la vie courante de l'avion, d'accord ? La durée de vie des batteries, l'avion est certifié, la durée de vie des batteries est censée être quand même acceptable. Pour autant, en effet, ce genre d'avion, il y a beaucoup moins de mécanique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mécanique, parce qu'il y a tout un tas de choses qui sont comme sur les autres avions. Les gouvernes de vol, les pneus, le train, les ailes, voilà, tout ça c'est la même chose, les commandes de vol. Pour autant, il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas de vidange à faire par exemple. Il n'y a pas de changement de filtre à huile, il y a tout un tas de choses en mécanique qui sont bien plus simplifiées. Voilà, donc, après, c'est vraiment le parallèle entre la voiture électrique et la voiture thermique est le même. On gagne des choses. Pour autant, il y a de nouveaux problèmes qui viennent se greffer. Mais c'est un premier avion, il y aura d'autres avions électriques bientôt et d'autres porteurs électriques. Je peux vous faire voir comment on charge si vous voulez. L'idée c'est que c'est un papillon. Pour charger cet avion c'est super simple en fait. On ouvre la prise de charge, enfin, on essaie d'ouvrir la prise de charge. On prend un chargeur électrique qui donc est branché sur du triphasé, c'est ce que je vous ai dit. Et on branche. Voilà. Et ensuite on peut lancer la charge sur le chargeur, je ne vais pas le faire parce que l'avion est déjà chargé là, mais on peut lancer la charge et c'est parti pour 1 heure de charge. Dans 1 heure on peut voler, enfin, si on était complètement déchargé. Ah mais il y a toujours notre papillon. Attendez, je vais l'enlever ce papillon. Donc, bienvenue dans le Vélis. Alors vous avez vu, il y a 4 manettes en fait, d'accord. Il y en a déjà 2 d'allumées pour vous faire voir pour vous faire voir le cockpit en fait. Une première manette qui est l'Electric Master, d'accord, qui permet d'alimenter l'électricité par une petite batterie qui est devant. Ensuite la manette qui concerne l'avionique, donc qui permet d'alimenter tout ce que vous avez devant vous dans le cockpit. Et ensuite 2 manettes que je ne vais pas toucher tout de suite, qui sont l'allumage des 2 batteries de puissance et l'allumage du moteur. Donc si là par exemple, si tout de suite je bougeais ces 2 manettes, il ne se passerait rien en fait. Le moteur serait en route et il ne se passerait rien d'autre que ce que vous êtes en train de voir tout de suite. L'hélice ne tournerait pas. La particularité de cet avion, c'est que moteur allumé, mes manettes de puissance réduites, l'hélice ne tourne pas. Par contre, ça serait très dangereux que je le fasse parce qu'il suffirait d'appuyer là-dessus pour que l'hélice se mette à tourner. Et ensuite cet avion, voilà, il est équipé d'un manche, un double manche, d'accord, double commande puisqu'on fait de la formation. Des palonniers qui sont les commandes de vol primaires. Ensuite un anémomètre, un horizon artificiel, un altimètre. Alors ça c'est un petit peu plus qu'un horizon artificiel, d'accord, il y a d'autres informations là-dessus, mais en gros c'est un horizon artificiel. Une bille qui concerne la symétrie du vol, un indicateur de puissance et un variomètre. Et en fait, tous ces instruments-là, enfin quelques-uns de ces instruments-là, notamment le moteur, l'indicateur de puissance, vous allez le retrouver sur cet instrument-là. C'est cet instrument-là en fait qui est nouveau, ça s'appelle un EPSI. Cet instrument-là est nouveau pour nous, c'est un instrument qu'on n'a pas sur les avions thermiques. Et donc c'est le fameux instrument sur lequel vous allez trouver et l'état de santé de la batterie et l'état de charge de la batterie.
là, vous voyez qu'on a deux batteries qui sont chargées à 87% chacune. Et ensuite, l'état de santé de la batterie, il est sur la deuxième page. Il y a deux pages. Voilà. On a aussi des températures. Je vous ai parlé tout à l'heure des températures. Voilà, la gestion des températures sur cet avion est primordiale. Hein. C'est le risque. Le risque principal d'un avion électrique, c'est de par sa spécificité électrique, hein, c'est l'emballement thermique. Et donc, on a 4 températures. La température du moteur en premier, tout à gauche. Ensuite, la température du contrôleur. Ensuite, la température de la batterie avant et la température de la batterie arrière. Voilà, on a 4 températures qui sont monitorées avec des steps, ça c'est la certification qui l'a prouvé, d'accord, avec des steps avec des seuils au-delà desquels on doit se poser, voilà, pour lesquels il y a des problèmes. Il y a une radio, forcément, un transpondeur, d'accord. Ici, on a les fusibles. Qu'est-ce que je vous ai pas fait voir? Les volets. Voilà, la manette de volet comme un frein à main de voiture, avec 2 crans de volet. Et puis c'est à peu près tout, un compas qui nous permet de savoir dans quelle direction on se dirige. Un GPS, je vous en ai pas parlé. Un petit GPS cartographique qui est plutôt pas mal. Encore une fois, voilà, le but de cet avion n'est pas de faire de la navigation, de faire de l'IFR, c'est-à-dire du vol dans les nuages, c'est pas non plus de faire de la voltige, c'est pas de faire du largage parachutiste, c'est clairement pas un avion dédié à ça. C'est un avion de balade, un petit avion de balade ou d'apprentissage du début. Voilà. Et pour tout ça, il est parfait.